À des milliers de mètres sous la surface, là où la lumière se meurt et où le temps semble suspendu, s'étend un monde que nul regard humain n'a pleinement exploré. Ici, le froid n'est pas une sensation, c'est une loi. La pression, une main invisible qui broie sans pitié, et le silence, un cri étouffé de la terre elle-même. Ce sont les abysses, un sanctuaire oublié, où la vie se réinvente en formes inimaginables, entre le rêve phosphorescent et le cauchemar abyssal. Bienvenue dans le secret de l'océan, les créatures invisibles des abysses jamais vues auparavant. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout n'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'où regardez-vous cette vidéo? Allez, c'est parti. Couvrant plus de 70% de la surface terrestre, les océans s'étendent sur environ 361 millions de kilomètres carrés, ce qui équivaut à peu près à 27 fois la taille de la Sibérie et à plus du triple de toutes les masses continentales réunies. Bien qu'ils soient considérés comme un gigantesque monde marin, les océans se divisent en fait en différentes zones pélagiques en fonction de leur profondeur. Dans la zone épipélagique ensoleillée, une couche qui s'étend jusqu'à 200 mètres de profondeur, la vie marine prospère partout sans aucune limitation. Tortues vertes, poissons clowns, thons et énormes requins blancs dominent ces eaux, profitant de toute l'abondance débordante de la nature. En descendant jusqu'à la ligne des 1000 mètres, la zone crépusculaire ou mésopélagique annonce la disparition progressive de la lumière du soleil. Ici, des espèces bioluminescentes comme les poissons lanternes commencent à apparaître, et les quelques rayons de lumière qui pénètrent à de telles profondeurs ne laissent entrevoir que des silhouettes diffuses. Entre 1000 et 4000 mètres de profondeur commence le véritable abîme marin, avec la zone de minuit, ou bathypélagique. Dans cette strate des profondeurs, l'obscurité est totale et perpétuelle, ne laissant comme seule source de lumière que la bioluminescence de quelques espèces sauvages résilientes qui parviennent à survivre à la pression écrasante et à des températures qui descendent jusqu'à 2 degrés Celsius. Après avoir dépassé la ligne des 4000 mètres sous la surface, les plaines abyssales s'ouvrent à la vue, ou du moins ce serait le cas s'il existait ne serait-ce qu'un vestige de lumière. Ici, les conditions hostiles de l'abîme s'approfondissent et, contre toute attente, des formes de vie singulières comme les concombres de mer, les étoiles de mer et les poissons de fond parviennent à prévaloir. Après 6000 mètres, seules les fosses océaniques sont capables d'abriter de telles profondeurs. Même ici, dans l'un des endroits les plus inexplorés et mystérieux de la planète, la vie persiste. Dans des recoins reculés comme la fosse des Mariannes, le site le plus profond de toute la Terre. Dans l'abîme Challenger, à plus de 11 000 mètres de profondeur, le poisson limace survit aux conditions les plus inhospitalières de l'habitat. Au cœur de ces abysses, se déplaçant lentement sur le fond sous-marin à des milliers de mètres de profondeur, le poulpe est l'une de ces créatures surprenantes que la nature a dotées de toutes les compétences pour résister aux conditions de vie abyssales impitoyables. Regroupant différentes espèces, ces céphalopodes se caractérisent par leurs longs bras et leur corps gélatineux et flasque.
La densité de leur corps, très proche de celle de l'eau, ainsi que l'absence de poumons et de vessie natatoire, permettent à ces invertébrés de résister à la pression écrasante des abysses. Leurs branchies avancées Boxato leur permettent également d'extraire l'oxygène de l'eau, même dans des endroits où les niveaux de celui-ci sont presque inexistants. Dans les profondeurs obscures, où la visibilité est chez limitée, les céphalopodes astucieux s'appuient sur d'autres sens sensibles, de chémoréception et de mécanoréception, pour se déplacer à travers les ténèbres. Si de nombreuses espèces de poulpes sont très connues pour leur capacité enviable à changer de couleur, la plupart des habitants des abysses sont dépourvus de cette faculté, car dans un environnement où la lumière est presque inexistante, cette prouesse ne représente pas un mécanisme de survie. Au contraire, des milliers d'années d'évolution leur ont donné une coloration translucide, idéale pour se cacher au milieu de l'obscurité. Habitant un lieu figé dans le temps où le silence et le calme sont généralement la règle, le poulpe se déplace toujours avec une extrême lenteur, marchant sur le fond marin ou profitant des colonnes d'eau pour flotter. Son tempérament calme, se déplaçant toujours au ralenti, lui permet, en plus de passer inaperçu, d'économiser de grandes quantités d'énergie, limitant ainsi son apport. Tout comme il s'adapte aux pressions accablantes et aux températures glaciales des abysses, les poulpes des profondeurs font ce qu'ils doivent faire pour faire face à la rareté abyssale de la nourriture. Sans rien de comparable à l'abondance des eaux côtières, le régime de ces céphalopodes, qui ont choisi le bout du monde comme leur maison, est principalement basé sur de petits crustacés, comme les amphipodes et les copépodes, les vers polychètes, les bivalves minuscules et bien sûr les détritus organiques sous forme de neige marine qui tombent des couches supérieures. Certains de ces poulpes ingénieux ont même la capacité de chasser de petits poissons et de dévorer des charognes. Grâce à leur métabolisme extrêmement ralenti, les différentes espèces de poulpes des profondeurs ne nécessitent pas d'ingérer de grandes quantités de nourriture, se contentant de quelques grammes par jour. Puisque la détection de la nourriture à distance n'est pas une alternative avec la lumière qui s'estompe à plusieurs centaines de mètres de leur habitat, les poulpes s'appuient sur les innombrables chimiorécepteurs de leur ventouse pour détecter les substances chimiques dans l'eau, ainsi que l'odeur de leur proie ou de charogne, peu importe qu'elle se trouve un peu à l'écart. Leurs abondants mécanorécepteurs leur permettent également de percevoir le moindre mouvement à proximité, ce qui, en fonction des informations qu'ils reçoivent, peut les décider à entreprendre une chasse ou, au contraire, à fuir pour leur vie. S'ils se déplacent généralement avec une extrême furtivité, essayant de passer totalement inaperçu en trouvant une source de nourriture potentielle, il arrive à montrer une agilité impressionnante. Au milieu des abysses marins, la nourriture n'est pas particulièrement abondante, donc lorsqu'une proie se présente dans ces domaines, il ne peut pas laisser passer l'occasion de se mettre quelque chose sous la dent, se jetant dans une attaque surprise sur ses victimes. Le poulpe charge à l'aide de ses longs bras, les utilisant comme des mains et se fixant également à ses proies à l'aide de ses ventouses. Les céphalopodes empêchent celles-ci de s'échapper et s'enroulent lentement autour de leurs victimes, leur infligeant une mort horrible au milieu des eaux sombres. L'insurpassable flexibilité de son corps lui permet de s'introduire dans des endroits reculés comme des fissures entre les rochers du fond marin accidenté, ou trouver des proies potentielles en attaquant leurs cachettes. Les embuscades élaborées sont également une stratégie qui ne manque pas lorsqu'il s'agit de poser ses bras assassins sur une nouvelle proie.
Restant immobile et enterrant partiellement son corps dans le lit marin, le chasseur prépare le plan parfait pour surprendre ses proies. Après avoir attendu jusqu'à plusieurs heures qu'un crustacé ou peut-être un petit poisson des profondeurs tombe dans le piège, l'énorme patience du poulpe porte ses fruits et une victime appétissante s'approche du lieu du piège. Après cela, en un clin d'œil, le céphalopode se jette sur la proie, sans défense, qui paiera cher son erreur. Mais la chaîne alimentaire des abysses marins ne pardonne pas. Et tout comme le poulpe dévore de petits crustacés, ce survivant habile doit parfois voir sa vie prendre fin aux mains de calmars et même de grands poissons abyssaux. Comme c'est le cas pour les poulpes qui habitent les eaux de surface, son comportement furtif lui permet de se tenir à l'écart de ces dangers potentiels. De même, certaines espèces de poulpes abyssaux ont la capacité de libérer un nuage d'encre lorsqu'elles se sentent menacées. Bien sûr, celle-ci est plus efficace à des profondeurs où même quelques discrets rayons de lumière éclairent l'environnement. La texture gélatineuse de son corps, en plus de lui donner la capacité de s'introduire dans des espaces réduits, rend difficile pour les prédateurs de les immobiliser, ce qui en fait des proies difficiles à attraper. C'est pourquoi dans de nombreux cas, en tombant sur un poulpe, ils préfèrent même ne pas essayer de le chasser. Partageant cet habitat des fonds marins avec le poulpe, une autre espèce est éternellement confinée au sol hostile, à des milliers de mètres de la surface, l'étoile de mer. Formée d'un disque central d'où rayonnent généralement 5 bras, sa taille varie de quelques centimètres chez certaines espèces à plus d'1 mètre chez les plus grands spécimens. Avec leurs mouvements lents, presque millimétriques, les étoiles de mer s'intègrent parfaitement à l'environnement figé dans le temps des profondeurs abyssales. Bien qu'elles semblent immobiles, grâce à leurs milliers de pieds ambulacraires sur la face inférieure de leurs bras, ces invertébrés avancent lentement sur le fond marin. Malgré leur apparence fragile, ces habitants abyssaux colorés sont parfaitement adaptés pour vivre dans l'un des écosystèmes les plus inhospitaliers de la planète. Leur corps mou, principalement composé d'eau et de collagène, leur permet de supporter les pressions extérieures impitoyables. De plus, en l'absence de poumons, de cavités remplies d'air ou d'os rigides, l'étoile de mer peut égaler les pressions sans le moindre problème. Pour supporter les basses températures, ces invertébrés s'appuient sur un métabolisme intrinsèquement lent qui leur permet de survivre dans des habitats où le thermomètre descend jusqu'à 0 degré. Chacun de leurs processus métaboliques est également adapté pour se dérouler, même dans un environnement où le froid menace la vie. Étant donné qu'à de telles profondeurs, il n'existe même pas un souvenir de ce qu'est la lumière du soleil, les étoiles de mer abyssales ont un sens de la vue presque inexistant, s'adaptant à la vie dans les ténèbres. Grâce à des mécanorécepteurs sensibles aux vibrations et au contact, elles peuvent en naviguer et détecter des objets dans leur environnement. Un sens de l'odorat très avancé leur permet également de localiser des sources de nourriture potentielles, une tâche qui pourrait autrement s'avérer presque impossible au milieu de l'obscurité profonde. Malgré leur apparence qui semble totalement inoffensive, la vérité c'est que la plupart des espèces d'étoiles de mer sont des prédateurs opportunistes ou des charognards. Lorsque des mollusques comme les palourdes et les moules, des crustacés, des polypes de corail, des détritus organiques et des restes de charognes se trouvent dans leur voisinage, l'étoile de mer n'hésitera pas à ajouter ses mets appétissants à son régime. Une fois que l'odeur exquise d'une palourde ou peut-être d'un crustacé a atteint ses chimiorécepteurs, l'invertébré entame une lente marche en suivant la trace perçue. Lorsque la proie est un bivalve,
c'est-à-dire une palourde ou une huître, cette patiente chasseuse utilise ses longs bras pour envelopper la coquille de la proie. Ensuite, en employant ses puissants pieds ambulacraires, dans une démonstration de sa force surprenante, l'étoile exerce une pression constante sur la coquille, la forçant lentement à s'ouvrir. Même les huîtres les plus fortes ne sont pas capables de résister à la traction soutenue exercée par l'étoile de mer, de sorte que chaque mollusque, tôt ou tard, finit par céder. Dans l'austérité des abysses marins, les détritus organiques qui tombent là de la surface, également appelés neiges marines, sont aussi une source de nourriture absolument non négligeable. Grâce à leur métabolisme extrêmement lent, contrastant avec l'appétit insatiable du cachalot géant, les étoiles de mer peuvent survivre avec des repas très limités, passant de longues périodes sans rien se mettre sous la dent. Leur tempérament lent et calme leur permet également d'économiser la plus grande quantité d'énergie, en tirant le meilleur parti de leurs ressources. Cette même démarche furtive et calme devient une habile mesure de survie contre les prédateurs qui pourraient attenter à la vie de ces majestueux invertébrés. Pour éviter de périr face aux intentions cruelles de ces assassins des abysses, les étoiles de mer s'appuient sur leur robuste armure naturelle, formée de plaques calcaires et d'épines. Celles-ci forment une barrière physique inexpugnable qui dissuade la grande majorité des prédateurs qui osent voir ces invertébrés cuirassés comme une proie. Lorsqu'elles sont directement assiégées par un prédateur, certaines étoiles de mer sont capables de sécréter des substances toxiques ou au goût désagréable qui repoussent toute intention de les attaquer. De même après avoir eu une violente altercation dans les eaux sombres, dans une démonstration de leur irrévérence face à la mort, grâce à leur surprenante capacité de régénération, elles peuvent se remettre de blessures aux bras et à d'autres parties du corps qui, dans d'autres cas, leur vaudraient une mort inévitable. Tandis que des créatures comme l'étoile de mer sont des habitantes permanentes du plancher océanique, d'autres ne font que visiter ces profondeurs obscures. Seule l'immensité de l'abîme marin peut abriter la taille colossale du cachalot. Se déplaçant lentement à travers les profondeurs, cette bête est l'un de ces grands mystères que cachent les eaux abyssales. Sa tête énorme, qui se distingue comme sa caractéristique la plus distinctive, représente environ un tiers de son corps et contient un grand organe à spermacétie. Une seule nageoire dorsale ressemblant à une bosse, ainsi qu'un jeu de nageoires pectorales relativement petites en forme de rame et une grande nageoire caudale en font un nageur modeste, suffisamment habile pour se déplacer dans des eaux peu turbulentes. Son corps copieux est teinté de gris ou de brun noirâtre, couvert d'une peau rugueuse et souvent marqué de nombreuses cicatrices de batailles sous-marines. Et c'est que lorsque le cachalot est submergé, cette paix sépulcrale qui règne habituellement dans les profondeurs est éclipsée par les actes de violence les plus féroces. Compte tenu de sa taille disproportionnée, ce titan consomme jusqu'à 1000 kg de nourriture par jour. Pour satisfaire cet appétit très exigeant, un régime composé de céphalopodes gigantesques pesant jusqu'à une demi-tonne est plus que pratique. Nageant à travers les eaux glaciales, le cachalot est à l'affût de proies comme les calmars colossaux, ainsi que les poulpes et même les poissons des profondeurs. Dans cette strate des profondeurs, où tout vestige de lumière solaire n'est qu'une illusion, ce cétacé Adam s'appuie sur un système sophistiqué d'écolocalisation pour trouver l'emplacement de ses proies au milieu d'une obscurité effrayante.
Ce sonar avancé fonctionne grâce à des clics de haute intensité qui rebondissent sur les objets environnants et donnent à ce chasseur habile une carte sonore de son environnement. En utilisant ce sens aigu, même les grands céphalopodes qui se trouvent à des centaines de mètres de distance entre le fond marin accidenté sont une proie abordable pour cet énorme prédateur des ténèbres. Le cachalot n'est pas le seul mammifère marin à s'aventurer dans les abysses pour se nourrir. L'éléphant de mer, un autre géant, plonge également dans les eaux inhospitalières à la recherche de proies. Après une saison de reproduction tortueuse, ce mammifère gigantesque qui pesait autrefois près d'une tonne a perdu jusqu'à 300 kg après avoir allaité son petit, qui n'est non plus si petit. Alors, lorsque cette période hostile de l'année touche enfin à sa fin, les femelles et les gigantesques mâles retournent dans les eaux pour récupérer tout le poids qu'ils ont perdu et se préparer ainsi pour la prochaine saison des amours. Ici, avec leur corps massif et fusiforme, l'un après l'autre, les énormes mammifères marins plongent dans les profondeurs. Dans ces endroits qui, il y a peu, étaient pris des zones de harem où se concentraient des spécimens des deux sexes, on peut clairement observer le remarquable dimorphisme sexuel entre les femelles et les mâles. Outre la nette différence de taille, les taureaux les plus robustes atteignant plus de 4 tonnes, la caractéristique la plus pertinente de ceux-ci est une grande trompe gonflable qu'ils utilisent pour émettre leur démonstration de dominance retentissante et qui donne également le nom commun à l'espèce, en campant. Bien qu'ils soient un peu maladroits sur Terre, en plongeant dans les eaux copieuses, ces pinnipèdes se trouvent dans leur élément. Leur corps, en plus d'être robuste, est très hydrodynamique, pouvant se déplacer avec une facilité enviable dans l'eau. Leurs nageoires arrière fusionnées agissent donc comme une hélice au moment de nager, leur offrant une propulsion optimale. Déjà dans l'eau, après des semaines d'inanition dues à la routine agitée de la saison des amours, ces mammifères se disposent à manger comme s'il n'y avait pas de lendemain. Leurs nageoires arrière fusionnées agissent comme une hélice au moment de nager, leur offrant une propulsion optimale. Déjà dans l'eau, après des semaines d'inanition dues à la routine agitée de la saison des amours, ces mammifères se disposent à manger comme s'il n'y avait pas de lendemain. Si sur Terre ils se rassemblent en nombreuses colonies, en mer, ce comportement grégaire s'éteint presque complètement, se limitant uniquement aux zones où les proies surabondent et où les routes migratoires coïncident. Souvent, après avoir dévoré de copieuses quantités de nourriture, ces géants satisfaits, le ventre plein, émergent à la surface où ils se remettent d'une chasse exténuante qui, bien qu'elle leur ait donné de nombreuses proies en récompense, met à rude épreuve leurs compétences de survie. Pendant leur courte période en haut de surface, ils ont l'habitude de flotter paisiblement, économisant de l'énergie, oxygénant leurs poumons et profitant de la chaleur de la lumière du soleil. Bien que la taille robuste de ces pinnipèdes puisse laisser penser qu'il s'agit de prédateurs au sommet des eaux qui inspirent la terreur à toutes les espèces marines, la vérité est que la position dans la chaîne trophique des éléphants de mer les laisse à la merci de carnivores brutaux comme les requins blancs et les requins tigres. Sans aucun doute, le plus grand danger pour la survie des éléphants de mer se présente sous la forme d'une robuste nageoire dorsale à l'horizon. Lorsque la toute-puissante orque apparaît, l'espérance de vie de toute espèce sauvage sur les eaux s'évanouit. Avec une taille allant jusqu'à 10 tonnes et jusqu'à 9 mètres de long,
Celles que l'on appelle les baleines tueuses deviennent les véritables prédateurs au sommet des océans. Leur apparence unique incarne l'image de la mort elle-même chez une espèce animale. Un corps robuste et hydrodynamique est teinté de tons noirs et blancs, avec une tache ovale distinctive de couleur blanche derrière chaque œil, ainsi qu'une selle grise ou pâle postérieure à sa nageoire dorsale. Cette dernière peut atteindre près de 2 mètres et est l'un des rares signes qui annoncent sa présence imminente à l'horizon. La forme de son corps, ainsi que ses grandes nageoires, lui confèrent une vitesse de nage surprenante pouvant atteindre près de 60 km/h. Alors que les éléphants de mer abandonnent la vie de groupe lorsqu'ils sillonnent les eaux, ces cétacés ont l'habitude de vivre en groupes familiaux très stables et avec des liens étroits appelés pods ou troupeaux. Dans ceux-ci, une femelle âgée s'élève comme la matriarche, dirigeant le troupeau avec son expérience dans chaque décision. Les pods sont généralement composés de plusieurs dizaines d'orques nageant ensemble et comprenant des femelles, des mâles et même de tendres petits. La vie sociale de ces cétacés à dents est pleine de surprises, car ils forment des liens extrêmement étroits entre leurs membres. Pour faciliter la vie de groupe, les orques emploient pour leur répertoire très varié de vocalisations qui comprennent des clics, des sifflements et des appels pulsés. Ce qui est frappant dans ce langage sophistiqué, c'est que chaque groupe maîtrise son propre dialecte vocal unique, de sorte que les troupeaux peuvent facilement identifier leurs membres. Les jeux constituent également un moyen important de socialisation. Parmi les comportements ludiques, on trouve des sauts à la surface, des coups de queue, l'espionnage en sortant la tête de l'eau et des nages coordonnées sur de longues distances. Une autre des activités que les baleines tueuses font souvent en groupe est bien sûr la chasse. Prédateurs au sommet, aucune espèce animale sur les eaux n'est hors de la portée de ces féroces tueuses. Des nombreux bancs de morues ou de harengs, en passant par les grands phoques, les otaries, les dauphins et même les grandes baleines sont souvent victimes de l'appétit démesuré de ces chasseurs. Même d'autres prédateurs cruels comme les éléphants de mer et les requins blancs ne sont pas exempts d'être la proie de ces bêtes infatigables. Si voir une gigantesque nageoire dorsale à l'horizon est l'un des pires cauchemars que puisse avoir n'importe quel poisson, mammifère et en général toute espèce sauvage sur les eaux, apercevoir un nombreux troupeau d'orques à proximité élimine toute possibilité de survie. Ajoutés à leur corps gigantesque pesant jusqu'à 10 000 kg et à leur surprenante prouesse de nage, ces orques se targuent d'une puissante morsure formée de dents coniques entrelacées, mesurant jusqu'à 10 cm de long. La disposition et la force de leur dentition lui confèrent un effet dévastateur, fatal pour toute proie potentielle qui croise sa morsure mortelle. Les pods affamés d'orques sillonnent les eaux à la recherche de nourriture, loin d'être des chasseuses anarchiques lançant leurs morsures au hasard sur tout ce qu'elles voient sur leur passage. Les cétacés planifient jusqu'au moindre mouvement dans chacune de leurs attaques. On commence par quelques clics pulsés émis par certains membres du groupe. Comme dans le cas du cachalot, ceux-ci servent à mettre en marche leur sens avancé de l'écolocalisation. Avec celui-ci, ils peuvent cartographier leur environnement et détecter de nombreuses proies, même à de longues distances. L'espèce sauvage, qui peut tomber en disgrâce en se trouvant dans la morsure effrayante des orques, n'est rien de moins que le plus grand animal de la planète. La baleine bleue, un imposant cétacé mesurant jusqu'à 30 mètres de long et pesant environ 180 tonnes, est l'un de ces géants qui habitent les profondeurs.
corps long et élancé de couleur bleu-gris, avec des taches plus claires qui ressemblent à un motif de camouflage, l'apparition à l'horizon de ce mammifère colossal est tout un spectacle. Sa nageoire dorsale triangulaire est très petite et est située loin sur le dos, tandis que sa nageoire caudale est large et plate. Sa taille gigantesque puisse laisser penser que ce robuste cétacé est un autre de ces impressionnants habitants sauvages des abysses sous-marins. La vérité est qu'il préfère toujours se maintenir à des profondeurs ne dépassant pas 100 mètres, où la nourriture est plus abondante et les températures agréables. Avec la rareté des eaux abyssales, à ces altitudes plus proches de la surface, les sources de nourriture ne sont généralement pas un problème important. Compte tenu une fois de plus de sa taille disproportionnée, il est facile de deviner que ce géant ne satisfera pas son appétit précisément avec quelques proies. Il est capable d'engloutir jusqu'à 4 tonnes par jour de krill, de minuscules crustacés ressemblant à des crevettes, contrastant avec l'alimentation de l'étoile de mer beaucoup plus petite dans les profondeurs de l'abîme. Baleine bleue, il serait impossible de chasser ses proies une par une, donc à la place, c'est une filtreuse par excellence, qui en quelques minutes ingère plusieurs milliers de litres d'eau en se procurant de frais amuse-gueules marins d'une seule bouchée. Prédateurs au sommet des mers, la baleine bleue possède également un sens utile de l'écolocalisation. Cependant, celui-ci n'est pas aussi avancé que celui des cétacés à dents, bien qu'il lui permette tout de même de localiser des proies potentielles. La connaissance des zones d'alimentation transmises de génération en génération, ainsi qu'une vue très perçante, la rendent donc capable de se présenter à ces endroits où se concentrent jusqu'à des milliers de tonnes de petits crustacés. Sans réfléchir à deux fois, le cétacé, en voyant un banquet aussi colossal devant ses yeux, n'hésite pas et se jette sur le dense banc de krill, la bouche ouverte. Ses gigantesques mâchoires, la baleine fait entrer jusqu'à 70 tonnes d'eau d'un seul coup à l'intérieur de sa grande bouche, entraînant avec elle des millions de crustacés. Déjà avec les proies en place, le mammifère ferme sa bouche et à l'aide de sa langue massive, expulse les énormes quantités d'eau à l'extérieur. Ces fanons démesurés agissent comme un tamis géant retenant le krill à l'intérieur. Avec ce festin infini dans sa bouche, maintenant oui, l'énorme bête les engloutit, emportant plusieurs centaines et même des milliers de kilogrammes de nourriture d'un seul coup dans son estomac. Avec une seule bouchée, il ne suffira pas à satisfaire son appétit copieux, de sorte que la baleine bleue répète ce processus élaboré encore et encore jusqu'à ce que les crustacés s'épuisent ou que son estomac gigantesque se remplisse enfin. Ne soyant pas une espèce strictement sociale, dans les zones d'alimentation où le krill est particulièrement abondant, il est possible de voir plusieurs baleines rassemblées, profitant de la générosité de la nature. Au moment où elles rompent avec leur vie généralement solitaire, c'est lorsque la saison de reproduction commence. Ici, les grands mâles sont plus qu'intéressés à trouver des femelles fertiles avec lesquelles s'accoupler, de sorte que dans une tentative de les attirer, ils émettent leur vocalisation assourdissante, connue sous le nom de chant de baleine. Ces chants tonitruants, qui peuvent durer de quelques minutes à plusieurs heures, sont l'un des sons les plus puissants émis par les espèces sauvages, pouvant voyager sur plusieurs kilomètres dans l'eau. Quittant le plus grand mammifère de la planète,
nous rencontrons le plus grand poisson, le requin-baleine. Avec ses 18 mètres de long et ses 20 tonnes environ, c'est un véritable colosse des mers. Son corps robuste et large, avec une tête aplatie et une énorme bouche située à l'avant et non en dessous, comme chez la plupart des requins, lui donne une apparence saisissante. Son dos a une coloration distinctive, avec de petites taches blanches ou jaunes sur un fond gris-bleu ou brun qui lui donne un aspect de ciel étoilé. Comme principal moyen de propulsion, ce squale possède 2 nageoires dorsales, accompagnées d'une nageoire caudale en forme de demi-lune, qui lui confère une démarche lente et calme, et un peu élégante. Bien qu'il arbore une bouche remplie de milliers de dents minuscules qui pourraient que le laisser penser qu'il s'agit d'un chasseur brutal attendant de planter sa morsure sur d'innombrables proies, la réalité est que cette bête ne les utilise pas pour mordre, car tout comme la baleine bleue, c'est un prodigieux filtreur. Grâce à sa taille démesurée, ce géant doit consommer jusqu'à plusieurs dizaines de kilogrammes de nourriture par jour, ce qui implique de rester toujours en mouvement pour filtrer de grandes quantités d'eau. Le régime de ce carnivore est principalement basé sur le zooplancton, comme de petits crustacés comme le krill, les copépodes et les larves de crabes. Les petits poissons, comme les sardines, les anchois, les maquereaux, rassemblés en grands bancs et même leurs œufs, sont des mets que ce glouton ne laisserait passer pour rien au monde, tout comme les minuscules calmars qui croisent son chemin. Contrairement aux baleines à fanon, le requin-baleine arbore un système de filtration un peu différent et même plus complexe. Après être arrivé à ces grandes concentrations de zooplancton, les ayant détectés avec son odorat sensible et sa vue perçante, ce gigantesque dévoreur se jette sur les grands bancs, ouvrant sa grande bouche, entraînant de grandes quantités d'eau et avec elle de juteuses proies. L'eau ingérée est expulsée à travers un système sophistiqué de branchies où des coussinets filtrants retiennent le plancton et les petits poissons. Compte tenu de son quota de nourriture quotidien démesuré, cette bête des mers passe la majeure partie de sa routine à filtrer d'énormes volumes d'eau sans arrêt. Si la plupart de son temps il le passe dans les eaux de surface où le plancton abonde, il peut parfois descendre dans les profondeurs obscures jusqu'à près de 2000 mètres sous la surface. Les raisons pour lesquelles il descend dans les eaux abyssales sont un peu mystérieuses et peuvent être liées à la poursuite de proies qui se déplacent verticalement ainsi qu'à la nécessité de thermorégulation. Car après avoir passé plusieurs heures très près de la surface, le squale peut plonger dans les eaux glaciales où les températures avoisinent les 4 degrés pour se rafraîchir. Contrairement à d'autres espèces comme l'indomptable requin blanc, le requin-baleine se montre presque toujours docile avec un tempérament calme et pacifique. En fait, il est assez courant de le voir avec d'autres espèces comme les baleines à bosse, les raies manta géantes ou les lamantins coexistant en parfaite harmonie. Même parfois, bien qu'ils soient principalement solitaires, ils peuvent interagir avec d'autres requins-baleines, se rassemblant en groupes de 2 à 3 individus. Ces regroupements, en général, se produisent dans des zones où la nourriture est abondante et tous les membres du groupe en bénéficient en pouvant trouver l'emplacement des bancs de manière plus efficace. Dans les zones où se produit une ponte massive de poissons ou où se rassemblent pour des quantités abyssales de plancton, on peut même apercevoir jusqu'à des centaines de requins-baleines à l'horizon, dans ce qui est tout un spectacle de la nature. Bien sûr, ces grandes agglomérations ont pour objectif net de se nourrir, de sorte qu'elles n'interagissent généralement pas entre elles ou n'établissent pas de liens sociaux.
et encore moins être considérés comme d'orthobé, comme des troupeaux. La poursuite de ces lieux d'alimentation de masse privilégiés les amène à effectuer des migrations marathoniennes à travers les mers pour satisfaire leur appétit démesuré. Certains requins-baleines parcourent jusqu'à 20 000 km en un an lors de ces migrations monumentales, traversant tout le Pacifique d'un bout à l'autre. Bien sûr, ces longs voyages ne sont pas sans danger. Si grâce à leur taille exorbitante, les requins-baleines adultes en bonne santé n'ont pas de prédateurs naturels, les spécimens malades et les petits peuvent être la proie de requins blancs et de requins-tigres, ainsi que bien sûr des prédateurs au sommet des mers, les redoutables baleines tueuses. Pour dissuader ces attaques cruelles, leur taille est leur principal mécanisme de défense, laissant entendre qu'il s'agit d'une proie qui échappe aux capacités de prédateurs de la plupart des carnivores. De même, lorsque par exemple, de nombreux potes d'orques chargent l'un de ces squales, une robuste armure naturelle représentée par une peau épaisse jusqu'à 10 cm parvient à repousser tout type d'attaque, réduisant la plupart des menaces à quelques égratignures et en sortant indemnes. De plus, lorsque la situation devient défavorable, les sombres et glaciales abysses marins sont un endroit sûr pour échapper, au moins momentanément, aux hostilités des prédateurs. Ces poissons gigantesques ont la capacité de plonger à des profondeurs plus grandes que les orques agressives, de sorte qu'à de nombreuses reprises, les tueuses doivent voir leur proie s'échapper dans les ténèbres. Malheureusement, une autre des menaces les plus importantes pour les gigantesques requins-baleines lors de leur migration marathonienne ne vient pas précisément du monde sauvage. Le requin-baleine partage son régime alimentaire et son élégance avec un autre colosse des mers, la raie manta géante océanique. Avec une envergure d'aile à aile allant jusqu'à 7 mètres et un poids démesuré de plus de 3 tonnes, elle s'élève, ni plus ni moins, comme le plus grand poisson raie de la planète. Son corps, aplati et robuste en forme de losange, avec 2 imposantes nageoires pectorales qui ressemblent à des ailes, lui donne une apparence saisissante, même parmi l'immensité des espèces qui sillonnent les mers. Son dos est teinté de noir et de gris foncé, généralement avec quelques taches blanches ou des marques uniques qui servent à identifier chaque individu. En revanche, son ventre est principalement blanc avec quelques taches dans le sombre. Sur celui-ci se trouvent également ses proéminents lobes céphaliques, des extensions charnues près de la bouche qui remplissent d'importantes fonctions dans son alimentation. Bien que ce gigantesque poisson soit littéralement à des kilomètres d'habité à proximité du fond marin, il est capable de sillonner les eaux à des profondeurs surprenantes des abysses, où la lumière pénètre à peine et où les conditions de vie deviennent particulièrement hostiles. Néanmoins, la plupart du temps, il le passe dans des eaux plus superficielles, près des récifs coralliens, des monts sous-marins et des canyons. La raie manta géante océanique descend aux portes de l'abîme marin avec une mission unique et très claire: chercher de la nourriture. Descendant jusqu'à 1000 mètres sous la surface, cet énorme poisson apparaît dans les eaux froides et sombres avec sa nage élégante dans l'intention de satisfaire son appétit. Bien qu'elle ait une apparence imposante et effrayante qui pourrait faire croire qu'il s'agit d'un chasseur vorace attendant de dévorer d'énormes quantités de poissons, la vérité c'est que l'essentiel du régime de cette raie colossale est constitué de zooplancton comme le krill et les copépodes, de larves de poissons et d'autres minuscules invertébrés.
De même, les algues microscopiques qui composent le phytoplancton peuvent s'ajouter à ce régime sans prétention. Contrairement à l'étoile de mer astucieuse qui cherche ses proies sur le fond océanique accidenté, la Rheta manta est une filtreuse par excellence qui se nourrit en ingérant d'énormes quantités d'eau pour tamiser sa nourriture microscopique. Compte tenu de sa taille démesurée, ce poisson a besoin de dévorer de copieuses quantités de nourriture pour satisfaire ses besoins quotidiens, ce qui lui prend une grande partie de sa journée. Nageant la bouche ouverte et ses lobes céphaliques déployés pour diriger l'eau, ce glouton utilise ses plaques filtrantes pour se procurer de succulents amuse-gueules marins. Bien qu'il soit assez courant de voir ce poisson robuste nager en toute solitude aux portes de l'abîme marin, il s'agit en fait d'une espèce sociale, pouvant coexister en petits groupes de 2 à 3 spécimens et même former de nombreuses congrégations de dizaines, voire de centaines de raies manta. Ces grands rassemblements se produisent principalement dans des eaux plus superficielles, où la nourriture est abondante, ou même dans des stations de nettoyage. Ces dernières sont des endroits spécifiques sur les récifs ou les monts sous-marins, où de plus petits poissons se chargent d'enlever les parasites de leur peau, ce qui procure un grand confort aux raies, ainsi que de la nourriture aux nettoyeurs, dans ce qui est une intéressante démonstration de mutualisme. Lorsque plusieurs de ces poissons se regroupent dans des zones d'alimentation, ils ont l'habitude de nager en cercles concentriques les uns derrière les autres, agglomérant le plancton dans une zone spécifique et facilitant le filtrage pour tous les membres du groupe. Pour une plus grande efficacité, ces chaînes alimentaires nécessitent une coordination méticuleuse, nageant à la même vitesse et au même rythme. Lorsque son habitat devient étonnamment généreux, avec une nourriture abondante et des conditions climatiques agréables, ces poissons cartilagineux, suivant l'appel de la nature, entament la saison des amours. Pour montrer leur réceptivité, les femelles libèrent des signaux chimiques sous forme de phéromones, attirant ainsi d'innombrables mâles désireux de s'accoupler. S'agglomérant dans leur zone de reproduction, de nombreux mâles poursuivent une seule femelle dans ce qu'on appelle un train de cour, en une longue ligne droite qui peut inclure jusqu'à 30 prétendants. Pour tester les aptitudes des mâles, la femelle peut nager à grande vitesse, ainsi qu'effectuer des virages serrés et des boucles élaborées. Les plus exigeantes peuvent même montrer leur acrobatie hors de l'eau afin d'évaluer les prouesses de leurs prétendants. Dans le monde des Rhees manta, la compétition pour les femelles, au lieu d'être un duel sanglant à mort, est plutôt une course d'endurance dans laquelle seuls les mâles les plus forts pourront suivre le rythme. Dans ce rituel de cour élaboré, la femelle a le dernier mot dans le choix de son partenaire. Une fois que la femelle a choisi l'un des prétendants, l'heureux élu s'inverse et se positionne ventralement avec elle et, en une courte période de temps ne dépassant pas 90 secondes, utilise son organe reproducteur cylindrique pour l'inséminer. Après cette rencontre fugace, bien sûr, chaque raie reprend son chemin. Bien que la plupart du temps une femelle s'accouple avec un seul mâle pendant la saison des amours, il arrive qu'elle se montre généreuse et accorde ce privilège convoité à plusieurs prétendants, augmentant ainsi les chances d'une fécondation réussie. Ce n'est qu'après une longue gestation de 12 à 13 mois qu'un tendre petit d'1,5 m d'envergure émerge dans les eaux profondes. En tant qu'espèce ovovivipare, les œufs se développent
et éclosent à l'intérieur de la mer, les petits naissants entièrement formés. Avec ce jeune ray, doté de toutes les aptitudes pour survivre à l'écosystème marin hostile, il n'existe même pas quelque chose qui ressemble de loin à des soins parentaux. Et quelques minutes seulement après la naissance, le petit doit se débrouiller seul. Laissant derrière nous les géants filtreurs qui explorent tard la zone crépusculaire, nous remontons vers les eaux de surface où navigue un autre troupeau nombreux de cétacés à dents. Mais cette fois, il ne s'agit pas des redoutables orques, mais des dauphins beaucoup plus amicaux, atteignant jusqu'à 4 mètres de long et affichant un poids de plus d'une demi-tonne. Ces mammifères marins populaires sont l'une de ces espèces conquigines qui, bien qu'habitués à vivre dans les eaux de surface lorsque les conditions l'exigent, peuvent descendre de plusieurs centaines de mètres dans les profondeurs, se perdant en direction de l'abîme marin. Dans son corps robuste et aérodynamique de couleur grise et au ventre, dans des tons clairs, se détache une proéminente nageoire dorsale en forme de faux, ainsi que des nageoires pectorales courtes et pointues. Son museau est court et bien défini, tandis que sa dentition est composée d'environ 80 à 100 dents coniques. Habitant souvent à seulement 300 mètres de la surface, les dauphins sont une espèce extrêmement grégaire, tout comme les orques, vivant en pods ou troupeaux. Ces congrégations ont une dynamique assez fluide, avec des individus qui se joignent et se dispersent constamment vers d'autres groupes. Un troupeau peut être composé de quelques cétacés seulement à des centaines. Et dans les zones où la nourriture n'est pas une préoccupation, même les agglomérations peuvent atteindre des milliers. Bien sûr, pour maintenir au moins un certain vestige d'ordre dans ces groupes nombreux, les dauphins régissent leurs troupeaux par une hiérarchie très fluide. Dans les grands troupeaux, les mâles ont l'habitude de former des coalitions pour s'assurer la domination du groupe. Au sein de la même alliance s'établit un ordre social interne dans lequel un mâle s'élève comme le chef et les autres ont des fonctions de subordonnés. Bien sûr, la position du chef du groupe est très enviée, de sorte que les défis aux mammifères le plus robustes de la part des subalternes ne manqueront jamais. De trône. Dans le monde des dauphins, la hiérarchie masculine s'impose par la force, avec des coups de tête, des morsures et même des poursuites, la violence étant la première alternative pour régler les différends. En général, le mâle le plus robuste se positionne comme dominant. Les femelles, pour leur part, préfèrent laisser les hostilités de côté et établir leur hiérarchie par des liens familiaux dans lesquels les petits héritent de la position sociale de leur mère. Comme dans la structure sociale plus tortueuse des orques, dans les groupes de femelles dauphins, une matriarche âgée se positionne comme la chef du pod. Cependant, lorsqu'il y a la présence de mâles dans le troupeau, ceux-ci ont l'habitude de prendre le pouvoir, se garantissant l'accès aux femelles et aux ressources. Mais en plus d'imposer leur volonté par la force ou par droit hérité, les dauphins ne se régissent pas seulement par une hiérarchie complexe, mais accordent une attention particulière au renforcement des liens sociaux, pour ainsi maintenir les liens étroits du groupe. En bon cétacé, pour ces mammifères, la communication est la clé. Se vantant d'une très large gamme de vocalisations, parmi leur répertoire vocal varié, les dauphins émettent en des sifflements, des rafales d'impulsion et bien sûr des clics d'écolocalisation. Les jeux sont également un comportement crucial pour préserver l'union du troupeau.
Étant très curieux et joueur, il réalise beaucoup des acrobaties impressionnantes comme des sauts hors de l'eau, des coupes de queue, du surf sur les vagues et des contacts entre eux. Tout comme ils apprécient les loisirs, lorsque leurs estomacs commencent à gargouiller, ceux qui jusqu'à présent étaient des cétacés amicaux se transforment en un clin d'œil en chasseurs habiles, prêts à prendre toutes les vises nécessaires pour satisfaire leur appétit. Avec un régime 100% carnivore, les maquereaux, les harengs, les merlus et les calmars sont toujours dans leur mire. Loin de s'aventurer dans des chasses infructueuses en solitaire, tout le troupeau se déploie à l'heure de la chasse. Bien sûr, en possédant un sens très sensible de l'écolocalisation, ils ne perdent pas de temps et émettent leur clic utile pour trouver l'emplacement exact de leur proie. Ici, leur grande agilité de nage ainsi que leurs dents coniques sont parfaites pour attraper les poissons glissants encore et encore, consommant jusqu'à 8 kg de nourriture par jour. Parfois, ces grands festins de poissons attirent l'attention de visiteurs inopportuns, mettant en danger les cétacés. Malgré le fait de vivre en nombreux troupeaux, des carnivores brutaux comme les requins tigres, les requins blancs et les requins bulldogs sont une menace potentielle pour la survie des dauphins. Bien sûr, les toutes puissantes orques n'hésiteront pas non plus à mettre fin à la vie de l'un de ces mammifères substantiels et ainsi s'emparer d'une proie volumineuse. En contre-mesure aux hostilités de ces chasseurs, les dauphins astucieux s'appuient sur leur surprenante agilité de nage, ainsi que sur leur supériorité numérique fréquente. De même, ce même sonar biologique avancé qui les aide à poser leurs dents acérées sur des harengs frais est extrêmement utile pour éviter les rencontres inopportunes avec les prédateurs en les localisant à plusieurs centaines de mètres de distance. Malheureusement, même les créatures les plus intelligentes et agiles ne sont pas à l'abri des menaces qui ne proviennent pas du monde sauvage. Les collisions avec les navires sont un danger constant qui peut affecter de manière significative les cétacés. De ces rencontres malheureuses, les animaux en général finissent par payer le plus lourd tribut, recevant de graves blessures et allant même jusqu'à la mort. Les grands filets à thon et les chalutiers sont également de graves dangers pour leur survie. Il en va de même pour le cachalot également gigantesque, qui, bien qu'il passe la majeure partie de sa vie immergé dans les eaux profondes, à des milliers de mètres de la surface, pendant les courtes périodes où il remonte, peut être affecté par des collisions avec des navires. La pollution acoustique des eaux est également un autre des défis à la survie de ces énormes bêtes, car leur sonar biologique est crucial pour leurs activités vitales. L'essor de l'exploration du fond marin par l'industrie pétrolière et gazière crée d'importants niveaux de bruit dans l'habitat de ce cétacé colossal qui parviennent à masquer son sens de l'écolocalisation. L'utilisation de sonars à haute intensité, comme ceux du secteur militaire, peut gravement étourdir ces mammifères démesurés, causant des dommages auditifs qui deviennent même permanents. La glorieuse raie manta géante océanique est un autre de ces habitants des profondeurs qui est gravement affecté par les activités humaines dans les océans. Bien qu'elle ne soit pas traditionnellement considérée comme une espèce de valeur pour l'industrie de la pêche, aujourd'hui sa commercialisation est en plein essor, de sorte que de plus en plus de bateaux de pêche décident de la capturer afin d'obtenir ses plaques branchiales, l'une de ces parties corporelles particulièrement demandées sur le marché asiatique pour son utilisation en médecine traditionnelle. La pollution des eaux est une autre des réalités qui frappent les espèces marines en général, tant les habitants des eaux côtières que celles qui se trouvent à des milliers de mètres de la surface. Chaque année, jusqu'à 12 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans, créant de gigantesques plaques de déchets, comme la grande plaque de déchets du Pacifique, dont l'étendue équivaut à 3 fois le territoire de la France.
Le rejet de substances chimiques toxiques comme les pesticides, les engrais, les produits pharmaceutiques et les métaux lourds est une autre de ces pratiques qui déciment des écosystèmes entiers et, par conséquent, éradiquent des populations complètes d'espèces animales. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de sauver de l'extinction les habitants des profondeurs. Avec une utilisation et un traitement responsable des plastiques et la promotion du tourisme durable, ainsi que la mise en œuvre de réglementations qui promeuvent la pêche durable, nous pouvons préserver les habitants marins indomptables, et ainsi qu'ils continuent à régner sur les eaux. Avez-vous été émerveillé par les récits lancés des espèces sauvages des abysses marins? Alors, ne partez pas sans nous donner votre j'aime, ainsi qu'écrire dans la boîte de commentaires quelle a été l'espèce qui vous a le plus marqué. Si vous voulez voir nos nouvelles vidéos en première, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Enfin, pour sensibiliser plus de personnes aux merveilles que recèlent les profondeurs océaniques, partagez cette vidéo avec vos amis. Sans plus attendre, à la prochaine avec plus de récits d'énormes cétacés, de redoutables requins, d'astucieux poulpes et bien sûr d'histoires de vie sauvage. C'est ça,